Alors, du coup, bon, on va commencer tranquillement, on va y aller tranquillement, on va commencer tout de suite, simplement. Donc, série 3. Série 3, donc on va faire une série de 40 questions, j'ai donné les réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il y a des trucs qui vous choquent, qui vous chagrinent, posez-moi les questions et tout ira bien. D'accord? Alors, question 1 de cette série 3. Donc, la situation la plus risquée est la situation. Donc, A, numéro 1, B, numéro 2. Donc je laisse quelques secondes, hein. Vous répondez ou pas, on s'en fout, je laisse juste 4-5 secondes pour les gens qui regardent les VOD pour répondre. Et si vous répondez, c'est encore mieux, c'est super, merci. Et donc, réponse B, d'accord? La réponse, c'est la réponse B, la réponse numéro 2. Donc on va cliquer, on va valider, et on va voir pourquoi. Donc j'aime bien expliquer pourquoi, d'accord? Donc là, on voit que c'est une moto qui est devant le car, en effet, devant le bus. Donc une moto, normalement, ça roule à peu près à la même vitesse, voire plus vite que le bus. Donc il n'y a pas de problème, il risque pas de le doubler. Là, on voit que le véhicule, le bus, il arrive en face avec un vélo devant. Donc il y a un vélo, qui dit vélo, dit bah il va forcément rouler plus vite. Il risque de faire un écart pour le doubler. Alors normalement, s'il est pas trop bête, il va pas le faire l'écart parce qu'on arrive en face, mais c'est cette situation qui est la plus dangereuse, d'accord? Reste vigilant les deux. Hop. Alors, question numéro 2. Donc pendant le temps de réaction, donc il y a plusieurs réponses possibles. Je parcours environ 27 mètres à 90 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ma vitesse diminue. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, hop, donc, moi je sais aussi. Donc, je parcours environ 27 mètres pendant à 90 km/h par seconde. Et est-ce que ma vitesse elle diminue? Non. D'accord? Pendant le temps de réaction. On va valider et on va donner la réponse. Donc, pourquoi? Comment l'estimer? Donc, il suffit de prendre le ou les chiffres des dizaines. Donc là, par exemple, donc c'est le 9, hein, parce qu'on roule à 90, et tu le multiplies par 3. 9 fois 3 égale 27 mètres par seconde environ. C'est un calcul qu'on fait à peu près approximatif, ce qui donne environ 27 mètres. D'accord? Mais du coup, pendant le temps de réaction, est-ce que le véhicule y ralentit? Bah non, le véhicule y ralentit pas pendant le temps de réaction, parce que c'est le temps que tu mets à réagir. C'est-à-dire le temps que tu fais, on appelle ça le PADA, en fait, quand je fais les cours en salle. Donc, perception, analyse, décision. Et ensuite seulement agir. Le agir, il est seulement là. Donc perception, analyse, décision. Pendant le temps de réaction, bah, l'être humain met environ 1 seconde à réagir. Et donc du coup, bah, le temps qu'il appuie sur le frein, bah, ton véhicule, il ralentit pas le temps que tu appuies dessus. C'est seulement une fois que tu as touché le frein qu'il diminue. Question numéro 3. Alors, la taille des panneaux varie, donc plusieurs réponses possibles, selon la vitesse maximale autorisée. Oui, réponse A, non, réponse B. Selon la largeur de la route. Oui, réponse C, non, réponse D. Il y en a un qui sait aussi, parce qu'il s'est trompé la dernière fois, maintenant il le sait. Donc la taille des panneaux, elle varie, j'ai laissé quelques secondes, elle varie selon la vitesse maximale. Par exemple, on voit bien que sur l'autoroute, les panneaux au-dessus, ils sont plus gros. Parce que plus tu vas vite, plus c'est compliqué à lire, d'accord? C'est seulement la vitesse maximale. Et ça n'a rien à voir avec la largeur de la route, tout simplement. C'est juste selon la vitesse maximale. Je vois pas de quoi tu parles. Donc plus les vitesses sont hautes, plus les panneaux sont grands et larges, du coup, pour qu'on les voie. Pourquoi? Parce que plus tu vas vite, plus ton champ de vision, il rétrécit. Alors, on dit qu'il se rétrécit, en fait, il se rétrécit pas. C'est simplement qu'en fait, tu as la vision nette qui se rétrécit. D'accord? Genre, tu vois comme ça en écart, et plus tu vas vite, plus tu vas vite, plus tu vas vite, plus ça se restreint, en fait, et seulement droit, tu vois net, et sur le côté, c'est tout flou. Donc, question 4. Alors, plusieurs réponses sont possibles également. À bord d'une voiture, le gilet de haute visibilité est A. Obligatoire, B. Facultatif. Donc ensuite, il se range dans l'habitacle ou dans le coffre. Laisse de 3 secondes.
Et donc un gilet de haute visibilité, donc les gilets jaunes qui peuvent être jaunes, orange ou ce que vous voulez, il y a plusieurs couleurs, hein, même du rose fluo ça existe, et c'est homologué. Donc c'est obligatoire, on est obligé d'en avoir au moins un dans la voiture, et il se range dans l'habitacle, et pas dans le coffre. D'accord? Pourquoi? Parce que, en fait, le gilet de haute visibilité, on est obligé de le mettre avant de sortir du véhicule. Quand on a un accident ou quoi, ou une panne, on doit enfiler son gilet avant, et seulement sortir de la voiture. D'accord? Après, on peut avoir, souvent dans le coffre, on a ce qu'on appelle le triangle de présignalisation, qui est également obligatoire, et qu'on doit aller mettre derrière quand on est en panne. Donc, soit à 30 mètres, si on a de la place, soit avant une côte, quand il y a une côte, ou si on est dans un virage, avant le virage. À savoir que le triangle de présignalisation ne se met pas sur l'autoroute non plus. D'accord? On ne le met pas sur l'autoroute. Sur l'autoroute, si on est en panne ou qu'on a un accident, et qu'on peut sortir de sa voiture, on met juste son gilet, et on se barre de l'autre côté de la barrière. Question suivante. Alors, plusieurs réponses sont possibles. Un poste d'appel d'urgence se trouve à ma gauche ou à ma droite. Une issue de secours se trouve à ma gauche ou à ma droite. Alors, du coup, un poste d'appel d'urgence, ça se trouve où? Bah là, on voit le SOS, c'est ici le poste d'arrêt d'urgence. Là-bas, c'est un sas du coup pour se garer en cas de problème, et on voit qu'il y a un extincteur également. Donc, le poste d'appel d'urgence, il est ici, le SOS, donc il est à ma droite. Et l'issue de secours, du coup, bah, c'est le petit bonhomme qui sort vers la porte, là. Donc, elle est à ma gauche. Voilà. Alors, question 6 sur 40. En cas de contrôle anti-pollution non conforme lors du contrôle technique, ma voiture devra être présentée à une contre-visite. Donc si elle passe pas le contrôle technique, ma voiture, est-ce que je vais une contre-visite? Et ben la réponse c'est oui, tout simplement. Si votre véhicule il n'est pas conforme à la pollution, on repasse le contrôle technique. D'accord? Et on a obligation de remettre en conformité dans les 2 mois qui suivent à la case directe. Non, vous avez 2 mois pour vous débrouiller pour votre pot d'échappement, mettre du produit additif ou alors faire catalyser ou je sais pas quoi votre pot, simplement pour pouvoir revenir. D'accord? Savoir que les véhicules utilisés type camionnette, eux, passent le contrôle anti-pollution tous les ans. D'accord? Les contrôles, les petites camionnettes de boulot, tout ça, les petites camionnettes, tout ce qui est véhicule léger, c'est tous les ans, eux, l'anti-pollution. Et sinon, un véhicule neuf, c'est après 4 ans, on doit repasser le contrôle technique, quoi qu'il arrive. Hop. Alors. La date dans le pot d'échappement, ça évite la pollution? Non, je pense pas. Je pense pas, ça risque juste de péter ton pot, simplement. C'est pas une bonne idée. Alors, la distance de sécurité minimale obligatoire correspond au double de la distance parcourue pendant le temps de réaction. Alors, il y a souvent cette question, on demande le temps de réaction, il est de combien de temps? Donc le temps de réaction est d'environ d'une seconde. Et les distances de sécurité, donc comme on dit distance sécurité, donc après sur l'autoroute on voit souvent un trait danger, 2 traits sécurité, tout ça, mais alors que dans le code de la route, la distance de sécurité, elle est estimée en secondes. Donc pour avoir une bonne distance de sécurité avec un véhicule devant soi, il faut avoir 2 secondes d'écart. D'accord? Je sais que c'est pas simple de calculer 2 secondes, hein, mais bon, on voit une voiture qui passe à un endroit ici, par exemple, dans votre tête, vous comptez 1 seconde, 2 secondes, et si elle était au bout du trait là, si vous, au bout de 2 secondes, vous n'êtes pas arrivé au trait, c'est que vous avez une bonne distance de sécurité. Alors après, dans les voitures récentes, moi par exemple, dans la Clio, à l'auto-école, on a un petit voyant qui s'allume, soit gris avec des traits rouges quand on est beaucoup trop près, soit orange quand on est un petit peu trop près, et vert quand c'est bon. Moi, mon véhicule perso, je peux même régler, on peut voir même le temps. Si on a 1 seconde 5, 2 secondes, 3 secondes derrière la voiture. Donc, c'est de plus en plus simple. Mais, savoir qu'il faut surtout pas coller. C'est 3 points sur le permis maintenant, distance de sécurité. Et dans les grandes villes, genre Paris, tout ça, ils passent même avec des drones au-dessus. Et vous prenez des amendes avec des drones parce que vous êtes trop près. Vous ne gardez pas vos distances de sécurité.
Donc la distance sécurité minimale obligatoire correspond au double de la distance parcourue dans le temps de réaction. Donc oui, évidemment, le temps de réaction, on a dit c'est 1 seconde, donc il faut 2 secondes. Donc c'est bien le double. Question numéro 8. Est-ce que je peux pratiquer l'éco-conduite avec une voiture? Donc plusieurs réponses possibles. Avec une voiture ancienne, oui, réponse A, non, réponse B. Avec un véhicule à boîte de vitesse automatique, oui, réponse C, non, réponse D. La réponse est oui et oui. Donc c'est pas parce qu'une voiture est ancienne qu'on peut pas pratiquer l'éco-conduite. Évidemment, si c'est une voiture qui consomme déjà du 15 litres au 100, elle consommera quand même du 15 litres au 100, mais rien ne nous empêche d'avoir une conduite dite éco-conduite. C'est-à-dire à accélérer moins fort, anticiper au maximum, passer ses vitesses le plus rapidement possible. Donc pratiquer tous les gestes de l'éco-conduite sont quand même possibles avec un véhicule ancien. De même qu'avec une boîte de vitesse automatique, également. Il suffit simplement de anticiper, lâcher son accélérateur avant. Si on a le start and stop, donc du coup de bien l'activer et compagnie, d'accord? Ne pas avoir une conduite nerveuse. Donc oui et oui. Question suivante. Question 9. Alors, la petite dame avec les motards, là. Petite dame avec les motards de l'autre côté. Donc, je m'arrête dans la situation. Donc, numéro 1. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'arrête dans la situation numéro 2. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, je m'arrête dans la situation numéro 1. Oui, pourquoi? Parce que le piéton est engagé sur la chaussée et il est sur un passage piéton. D'accord? Et je m'arrête dans la réponse, donc dans la cave numéro 2. Eh ben oui, parce qu'elle est déjà engagée sur la chaussée, et qu'il y ait un passage piéton ou non, à partir du moment où un piéton se retrouve sur la chaussée, il devient prioritaire. C'est un usager vulnérable, donc c'est très dangereux. Donc on s'arrête quand même, dès qu'elle est sur la chaussée, elle devient prioritaire. Et ça, si vous grillez la priorité, là, un piéton, là, par exemple, là, si elle est engagée comme ça, que vous passez, et qu'il y a la police ici, vous risquez simplement une amende de 135 € et de perdre 6 points. C'est 6 points pour un refus de priorité à un piéton. Alors, jeune conducteur, taxe 6 points la première année. T'as plus le permis, tout simplement. Ok? On refuse pas la priorité à un piéton. Alors, à savoir que eux, s'ils passent en plein milieu de la route, ils risquent une amende, je crois, je sais plus, genre 11 €, une connerie comme ça. Alors, j'ai pas le chiffre exact, mais ça vole pas bien haut. C'est entre 8 et 13 €. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, on se doute bien que les gens, ils en ont rien à foutre, du coup. Ok? Donc, je m'arrête si elle est engagée sur la chaussée. Oui et oui. Question suivante. Alors, les feux de croisement. Une seule réponse est possible. Éclaire plus loin à droite qu'à gauche. Éclaire plus loin à gauche qu'à droite. Éclaire aussi loin à gauche qu'à droite. Laisse quelques secondes. Et donc les feux de croisement, ils éclairent plus loin à droite qu'à gauche. Ah. Et oui, l'éclairage des feux de croisement n'est pas symétrique. En effet, le feu de croisement de gauche est réglé plus bas que celui de droite, afin de ne pas éblouir les usagers qui arrivent en face. En conséquence, du coup, il éclaire moins loin que celui de droite. C'est aussi pour cela qu'il faut regarder à la droite lorsqu'un usager arrive en face nous éblouir. Cela vous permet de voir plus loin, de détecter plutôt les usagers tels que les piétons ou les cyclistes sur le bord de l'accotement. Donc en effet, notre feu il éclaire un petit peu moins loin à gauche qu'il éclaire plus bas. Et on voit mieux sur la droite. Question suivante. Alors, prévenir les usagers d'un contrôle routier est, donc, une seule réponse est possible. Donc c'est un acte citoyen de prévenir les gens qu'il y a la police à côté, ou est-ce que c'est un acte irresponsable? Alors tout le monde le fait, on est d'accord, tout le monde le fait, on voyait vos parents le faire, vous voyez vos potes le faire, vous le faites peut-être vous-même. Donc quand on voit un contrôle de police, en général, on fait des appels de phare aux gens pour les prévenir. Mais du coup, c'est pas bon, c'est un acte irresponsable. Pourquoi? Simplement, en fait, vous prévenez une personne, d'accord? Oui, peut-être il roulait à 3 km/h trop vite, du coup, il va économiser un point, il va pas prendre d'amende. C'est une personne comme ça, à la rigueur, j'ai envie de dire, il se fait pas avoir pour 3 points. Mais si c'est une personne qui roule avec 3 grammes dans le sang,
une personne qui a fumé du cannabis ou quoi, enfin une personne, voilà, une personne très dangereuse ou qui roule comme un taré, c'est une personne qui aurait pu tuer quelqu'un. Donc cette personne-là, c'est tout, elle se fait arrêter, elle se fait prendre, et comme ça, c'est réglé, elle le fera peut-être plus. D'accord? Parce que là, vous la prévenez, ça se trouve, une personne, elle fait demi-tour, elle va rentrer, elle va buter une gamine en rentrant chez lui, puis vous le saurez jamais, hein, mais bon, vous avez fait un appel de phare à un mec qui était complètement sous, et il a buté une famille derrière. Donc, on ne le fait pas. Alors, du coup, à la prochaine intersection, je pourrais rencontrer donc un stop, oui, réponse A, non, réponse B. Un céder le passage, oui, réponse C, non, réponse D. Alors, du coup, donc à la prochaine intersection, ce que je vais rencontrer, donc là on voit que c'est un panneau donc, de danger, parce que ça, il est triangulaire, d'accord, avec 3 petites flèches comme ça qui tournent. Donc ça veut dire que ça nous annonce un carrefour à sens giratoire. Donc un carrefour à sens giratoire, dessus il n'y a pas de stop. C'est un céder le passage. On cède le passage aux véhicules qui sont déjà sur l'anneau, tout simplement. Bravo Armantis, bravo. Question suivante, question numéro 13. Ah. Vidéo. Alors, du coup, le moteur tourne. Oui, réponse A, non, réponse B. Je peux partir immédiatement. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, on a vu que le moteur, il démarrait, parce que les aiguilles, ils sont tournées, et là, par exemple, on voit bien que notre aiguille, elle est sur environ 800 tours par minute, d'accord? Donc, ça veut dire que notre moteur, il est en train de tourner à une vitesse de 800 tours par minute. Donc, notre moteur, il tourne. Ensuite, on regarde son tableau de bord, et avant de démarrer, il faut toujours regarder son tableau de bord, d'accord? Voir s'il n'y a pas un voyant rouge allumé. Donc là, en l'occurrence, on a un voyant rouge qui nous indique qu'une personne n'a pas attaché sa ceinture. Donc je ne peux pas partir immédiatement. Alors bien souvent, c'est pas celui-là que vous oubliez. Hein. Bien souvent, c'est ici, vous avez encore le petit voyant avec le frein à main. Et vous ne l'avez pas descendu complètement, les élèves au départ. Ça arrive très fréquemment. Donc on regarde qu'il n'y ait plus de voyant rouge sur son tableau de bord. Et s'il n'y a pas de voyant rouge, on peut partir. Donc les réponses sont A et D. Félicitations. Alors, le tramway s'éloigne. Je redémarre. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pardon. Et donc la réponse c'est non. Je démarre pas, d'accord? Le feu il clignote encore, c'est un feu rouge, le tramway est là, même s'il s'éloigne, tant que le feu il a pas arrêté de clignoter ou qu'il n'est pas passé au vert, à certains endroits le feu il passe au vert, tant que c'est pas arrêté, je ne passe pas. Non, je vais me prendre le tramway. Et il peut y avoir un autre tramway qui arrive dans l'autre sens également, d'accord? Donc tant que je n'ai pas l'autorisation, tant que ça clignote ici ou tant que j'ai pas un feu vert sur certains endroits, que par chez moi dans les giratoires il y a des feux des fois, donc vert, orange, rouge, hein. Il y a les tramways qui passent au milieu des giratoires même. Donc on ne passe pas. Donc on n'a pas l'autorisation. Alors, en cas d'accident responsable sous l'emprise de l'alcool ou du cannabis, je risque un refus d'indemnisation de mon assurance. Oui, réponse A, non, réponse B. Une résiliation de mon contrat. Oui, réponse C, non, réponse D. Donc les réponses sont oui et oui. Si vous roulez sous l'emprise de l'alcool ou du cannabis, si vous avez un accident, votre assurance a tout à fait le droit de ne rien vous rembourser du tout et de vous virer en plus. Et du coup, si vous avez fait des dégâts à une autre personne, aussi bien matériels que physiques, vous payerez toute votre poche et vous risquez même de payer toute votre vie si vous avez un accident et que vous avez renversé quelqu'un qui a une incapacité par la suite. D'accord? Donc dans ce cas, il peut refuser d'indemniser le conducteur pour ses dommages corporels et dégâts de son véhicule. Autrement dit, tout se passe comme si c'était assuré au tiers. Seules les victimes seront dédommagées. D'accord? Et vous, après, vous risquez de payer. De toute façon, il y a une boîte exprès, même les gens qui ne sont pas assurés, il existe une boîte exprès
de l'État qui rembourse les gens et après ils se font rembourser. Enfin, là, c'est pas le débat, mais bon. Alors, une bonne utilisation de la climatisation, c'est donc aérer son habitacle avant de le mettre en marche. Oui, réponse A, non, réponse B. Entrouvrir une fenêtre lorsqu'elle fonctionne. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, laisse 2-3 secondes. Et les réponses sont A, donc aérer son habitacle avant de le mettre en marche. Et ensuite, on n'ouvre pas les fenêtres lorsqu'on met la clim en marche, d'accord? Ça sert à rien, sinon la clim elle sert à rien. D'accord. Alors pourquoi aérer son véhicule avant de mettre la clim? Parce que si vous êtes resté par exemple pendant 1 heure ou 2 garé, vous êtes en plein soleil, à l'intérieur, donc l'air elle va être bouillante. Elle est bouillante l'air. Donc du coup ce qu'on fait c'est on démarre sans mettre la clim, on ouvre les fenêtres en grand, on roule 30 secondes, 1 minute, donc toute l'air il est renouvelé, c'est de l'air entre guillemets un peu plus frais qui rentre dans la voiture, on referme les fenêtres et là seulement on met la clim. Une fois qu'on roule, on n'ouvre pas les fenêtres parce que ça sert à rien. Si on met la clim et qu'en plus on veut essayer de rafraîchir la rue, ça marchera pas. Question 17. Boire un café ou une boisson énergisante réduit les effets de l'alcool. Oui, réponse A, non, réponse B. Le taux d'alcoolémie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, est-ce que boire un café ou une boisson énergisante, ça réduit les effets de l'alcool? La réponse c'est non, simplement. Est-ce que ça réduit le taux d'alcoolémie? Bah non, non plus. D'accord? Faites tout ça, ça ne sert à rien, ça ne réduit rien du tout. D'accord? La seule chose qui fait réduire l'alcool dans le sang, c'est le temps. Le temps. Il faut avoir le temps. Tu picoles, il faut que tu aies le temps, simplement. D'accord? Et ça descend de 0,15 par heure. Le taux de l'alcool, environ. Selon une personne dite normale, avec un foie correct, le taux d'alcool, il descend d'environ 0,15 grammes par heure. Question 18. Ah. Je dois m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les usagers peuvent arriver en sens inverse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors. Donc je dois m'arrêter. Non, parce que le feu il clignote. C'est à moi de passer. Donc là, c'est un clignotant en bas. Ça veut dire qu'il est considéré un peu comme un vert. C'est à toi de passer, mais tu te méfies. Donc pourquoi est-ce qu'il te demande de te méfier? Parce qu'il passe à l'orange et au rouge après. Il te demande de te méfier parce qu'en fait, on a un feu qui traverse là où il y a des travaux. Mais là où il y a des travaux, il peut y avoir des rues entre, ou des garages, ou des gens qui habitent ici, d'accord? Ou des gens qui travaillent sur le chantier qui ressortent avec leur voiture. Donc on peut être quand même amené, malgré qu'on ait le feu ici pour passer, on peut être quand même amené à rencontrer des gens qui arrivent en face. Donc, du coup, on y va, mais on passe prudemment. Donc des usagers peuvent arriver en face également. Voilà. Hop. Question 19. Alors, dans la situation numéro 1, je m'arrête. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans la situation numéro 2, je m'arrête. Donc, oui, réponse A, non, réponse B. On regarde, on analyse. Donc, dans la situation numéro 1, on voit bien qu'il y a le bus. Là, il a des feux de détresse en marche, donc les warnings. On ne sait pas où il va. Il est arrêté officiellement, normalement, il est censé être arrêté. Donc, je ne m'arrête pas. Dans la situation numéro 2, par contre, j'arrive, je vois qu'il a déjà son clignotant à gauche. Donc là, je sais qu'il va s'insérer, d'accord? Donc là, je m'arrête. À savoir que ici, je ne m'arrête pas dans le cas numéro 1, mais je ralentis très fortement, d'accord? Parce que si j'arrive ici, là, ici, ce qu'on appelle donc devant le bus, ici, on appelle une zone d'incertitude, ou une zone de danger potentiel. Donc s'il y a un gamin qui sort du bus, ou une mamie, n'importe qui sort du bus et qui traverse là, moi je ne le verrai vraiment qu'à la dernière seconde, donc je ralentis très fortement et voir, je m'écarte un petit peu plus sur la gauche. Comme ça, si je vois quelqu'un, je peux m'arrêter s'il va me rentrer dedans. D'accord? Je vais lui rentrer dedans. Hop. Les réponses sont bien B et C. Question numéro 20. Alors,
La voie à ma droite est la bande d'arrêt d'urgence. Oui, réponse A, non, réponse B. Donc je suis bien placé si je circule à la même vitesse que le camion, ou si je dépasse le camion. Alors, est-ce que la voie à ma droite est la bande d'arrêt d'urgence? La réponse est non, d'accord? Ce n'est pas la bande d'arrêt d'urgence. La bande d'arrêt d'urgence, c'est les grands traits blancs, des petits traits, là, les grands traits blancs. Ok? Donc là, c'est matérialisé par des gros traits blancs, d'accord? Les gros traits blancs, ça nous annonce simplement que c'est une voie pour véhicules lents, d'accord? Ensuite, je suis bien placé si je circule à la même vitesse que le camion. Donc non, parce que le camion il est dans la voie de véhicule lent parce qu'il roule lentement. Donc ça veut dire qu'il est environ à 60 km/h ou moins. Donc si je roule à la même vitesse que le camion, je suis pas bien placé. Par contre, si je dépasse le camion, je suis très bien placé. D'accord? Donc cette bande à droite là, avec les gros traits, une bande, donc c'est une voie pour véhicule lent. D'accord? Donc si on roule à 60 km/h ou moins, alors qu'on est une voiture, un camion, un poids lourd, n'importe quoi, en fait, si votre véhicule, entre guillemets, il est trop chargé ou que vous roulez à moins de 60 km/h ou à 60, vous devez vous mettre dans la voie la plus à droite quand il y a des gros traits exprès, quand il y a une voie exprès. Ça, c'est souvent dans les grandes montées. On a des montées comme ça du côté d'Épernay, où c'est bien de l'apprendre si vous avez rien dans le froc avec votre camion. Alors, question 21. Un pare-brise sale ou embué peut favoriser l'apparition de la fatigue. Oui, réponse A. Non, réponse B. Augmenter mon temps de réaction. Oui, réponse C. Non, réponse D. Voilà. Volé. Donc ça favorise l'apparition de la fatigue, en effet. Il y a de la buée, donc du coup la buée ça fatigue, on force sur les yeux, donc du coup ça fatigue, d'accord? Et donc du coup la fatigue fait que ça travaille sur l'humain. Tout ce qui travaille sur l'humain, tout ce qui fait sur la personne, entre guillemets, du coup ça peut augmenter ton temps de réaction. Genre l'alcool, du coup ça touche à l'humain, ça touche à ton corps, ça touche à ton cerveau. La drogue c'est pareil. La fatigue c'est la même chose. Donc tout ce qui touche à l'être humain, et que ça augmente ton temps de réaction, d'accord? C'est pas la buée en elle-même, comme j'explique, c'est pas la buée en elle-même qui fait que ça augmente ton temps de réaction, mais comme la buée te fatigue, la fatigue fait que ça augmente ton temps de réaction, d'accord? Si on te demande pareil, s'il pleut, est-ce que ça augmente mon temps de réaction? Donc non. C'est pas la pluie qui fait que ça augmente ton temps de réaction, d'accord? Parce que la pluie, il pleut pas dans ton corps, il pleut pas dans ta tête. Il pleut dehors, donc ça augmente pas ton temps de réaction. D'accord? Mais par contre, si t'es fatigué, là, oui, ça augmente. Alors, question numéro 22. Les deux facteurs qui influencent le plus la distance de freinage sont A. Le chargement du véhicule, B. La vitesse, C. L'adhérence. Donc il y a plusieurs réponses possibles. Donc les deux facteurs qui influent le plus sur la distance de freinage sont A. Donc B. La vitesse, évidemment. C'est vraiment ce qui joue le plus sur la distance d'arrêt. Et également l'adhérence, d'accord? L'adhérence, parce que si vous êtes sur un sol sec, vous êtes sur un sol humide, ou si vous êtes sur de la glace, forcément, la distance de freinage, ça va pas du tout être la même. D'accord? Donc c'est vraiment les deux choses qui jouent le plus. Le chargement du véhicule, en vrai, ça joue, mais c'est minime, parce que votre véhicule, normalement, il y a un poids minimum, un poids maximum. Donc si vous voulez respecter, votre véhicule, il est fait pour pouvoir rouler avec le poids idéal, d'accord? Et vraiment, quand on arrive dans du poids lourd, tout ça, quand on est vraiment surchargé, là, forcément, ça pousse. Mais ce sera pas ça le plus important. Donc, c'est bien la vitesse et l'adhérence, d'accord? La vitesse est le facteur le plus important. Donc, si tu doubles ta vitesse, tu augmentes, multiplie par 4 ta distance de freinage. D'accord? Ensuite, par exemple, si le sol est mouillé, la distance de freinage pourra être multipliée par 2 par rapport à un sol sec. Donc si quand tu freines d'habitude, tu as besoin de 10 mètres pour t'arrêter, une fois que tu as appuyé sur le frein, sur sol mouillé, tu peux en mettre 20. Ok. Suivant. Question 23. Alors, s'arrêter comme la voiture grise ici. Voilà. Très bonne idée.
Alors, A est autorisé, B est dangereux, C est passible d'une amende. Alors, c'est dangereux, bien évidemment, parce qu'il a arrêté sur une voie de tram. Hein. C'est un petit peu très très dangereux. Et c'est passible également d'une amende. Parce qu'on ne doit pas s'arrêter dessus, on ne doit pas se mettre en danger, on ne doit pas mettre les autres en danger. D'accord? Hop, alors. Si ma voiture est équipée de l'ABS, pour m'arrêter au plus court, j'appuie sur la pédale de freinage. A, le plus fort possible, B, en effectuant des pressions successives, ou C, en cherchant à doser ma pression. Alors, du coup, donc si ma voiture est équipée de l'ABS, j'appuie le plus fort possible, d'accord? Tout simplement. Parce que j'appuie dessus et ça va faire son boulot tout seul. Ça va freiner tout seul plein de fois. Et ça va nous permettre de s'arrêter au plus court tout en gardant la maîtrise des roues. En gardant le contrôle, d'accord? L'ABS est un système qui agit sur les freins. Il est automatique sur une roue. Une roue se bloque, l'effort de freinage est aussitôt réduit afin de retrouver l'adhérence du pneu. Voilà, ça fait tout seul. Donc du coup, ça réduit pas la distance de freinage simplement, mais ça te permet également de garder le contrôle de la direction. Les roues avant bloquées, le volant ne peut plus diriger la voiture, c'est ça. Ça évite que tes roues elles se bloquent et que tu n'aies plus de contrôle. Ça fait que même si tu piles, tu peux quand même tourner un petit peu pour esquiver si tu as une voiture devant toi. Et quoi qu'il arrive, il faut que tu appuies à fond sur ton frein, il va le faire, et il va te bloquer tes roues. Parce que si toi tu appuies, tu lâches, tu appuies, tu lâches, tu vas avoir forcément plus de mètres. Et même si tu appuies et tu essayes de doser, bah, tu vas faire plus de mètres. Quand c'est un freinage d'urgence, on appuie à fond sur son frein. Et si on a des aides, on les utilise. C'est à ça que ça sert. Question 25. Alors du coup, cette personne me fait signe de A, ralentir, B, m'arrêter. Donc là, elle faisait un geste simple, hein, elle vous demandait, hop, comme ça, donc elle vous dit, vas-y mollo mon pote, ok? Donc elle vous demandait simplement de ralentir, d'accord? C'est des gestes officiels, simplement, homologués. Donc là, c'est peut-être un mec de secours ou quoi que ce soit, donc là, il nous demandait simplement de ralentir. D'accord? Alors du coup, pourquoi est-ce qu'il me demande de ralentir? Comme il dit, je ne sais pas, mais lui, il le sait. S'il me demande de ralentir, c'est qu'il y a probablement un problème. Il y a probablement un accident, ou quelqu'un sur la route, ou quelque chose qui ne va pas, d'accord? Ou un obstacle. Donc en plus, il y a du brouillard, donc on ralentit. Question suivante. Question 26. Dans un coffre de toit, je place de préférence, donc A, les objets volumineux mais légers, ou B, les objets le plus lourds mais peu encombrants. Qu'est-ce qu'on met dans le coffre de toit de préférence? Donc on met des objets volumineux mais légers, d'accord? Pour éviter au maximum le poids sur le toit. Déjà, on ne veut pas abîmer son coffre, on ne veut pas abîmer, et puis éviter au maximum la prise au vent. Mais vraiment, on essaye de mettre les objets volumineux mais légers. Genre, si vous avez des couettes, des coussins, des machins, bah, vous foutez ça là-dedans. Comme ça, vous êtes tranquille. Vous n'allez pas mettre vos haltères dedans. D'accord? Faut donc positionner des objets volumineux, surtout ceux qui risqueraient ensuite donc de gêner la visibilité dans la voiture. D'accord? Si déplacer un habitacle est léger. On percevra un comportement sain et prévisible au freinage. Aussi sur tous les virages. Parce que si on a trop de poids devant, bah, du coup, on peut un peu dévier. Question suivante. Ah oui, question compliquée, je me souviens. Une zone 30 est signalée par le panneau. Hein? Réponse A. Zone 30 B. Réponse 2. C. Donc réponse 3. Donc le panneau 3. Ou D. Le panneau 4. Le panneau zone 30, c'est... Ah, le panneau où c'est écrit zone 30. Le B, numéro 2, du coup. Ok? Ça marque que le panneau A, ça nous indique, comme j'ai déjà dit la dernière fois, une zone de rencontre, avec les piétons qui sont dessinés plus gros que les autres, parce que c'est les piétons qui sont prioritaires dans une zone de rencontre. Ensuite, les vélos,
et seulement en dernier les voitures. À savoir qu'on peut rencontrer des piétons et des vélos partout. Il n'y a pas spécialement de passage piéton dans une zone de rencontre. Donc on doit laisser les piétons et les vélos faire ce qu'ils veulent, traverser en plein milieu, genre dans ma ville, quand on est rue de Velle, là, dans la grande ville à Reims, dans la grande rue, bah, on doit laisser passer les piétons, tout simplement, partout. D'ailleurs, je crois qu'ils l'ont même bloqué aux voitures maintenant, s'il y a le tram qui passe dedans. Mais voilà, on doit laisser passer les piétons. Donc la zone 30, ça nous indique qu'à partir du panneau, et dans toute la zone, jusqu'à ce qu'on ait le même panneau rayé, enfin le panneau avec marqué fin de zone 30, rayé, on est à 30 dans toute la région. Le panneau 30 nous indique qu'à partir du panneau, on sera à 30 km/h jusqu'à la prochaine intersection. C'est l'intersection, dès qu'on a passé l'intersection, on n'est plus à 30. D'accord ? Et ça, c'est un panneau qui indique simplement une voie piétonne, où on a le droit d'avoir que les piétons. Les voitures n'ont même pas le droit d'y aller. Voilà. Bon, j'en ai rajouté un petit peu plus que ce que eux, ils nous racontent, hein, d'accord ? Mais bon, c'est pas grave. S'il y en a qui regardent cette vidéo, ça leur sera utile. Suivant. Alors, tous les pneus neufs donc, émettent le même niveau sonore. Donc, ils émettent tous le même niveau sonore. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ont des performances équivalentes. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, réponse. Tous les pneus neufs n'émettent pas le même niveau sonore, d'accord ? Il y a un bruit différent pour chaque pneu, d'accord ? Hein, chaque pneu est différent. Et n'ont pas également des performances équivalentes. Chaque pneu est différent, d'accord ? Du coup, des pneus neige, des pneus pluie, des pneus ce que vous voulez. Il existe des pneus Michelin, des pneus ce que vous voulez. Pour ça qu'il y a des pneus, il y a plein de pneus différents et plein de prix différents, d'accord ? Si c'était tous les mêmes, ben voilà, ils vendraient le pneu 30 balles pour tout le monde et voilà. Et non. Chaque pneu a des rainures différentes, de la dureté, pneu neige, pneu pluie, pneu 4 saisons. Ok ? Chaque pneu est différent. Tac, tac, tac. Alors, à cette vitesse, l'intervalle de sécurité avec la voiture devant moi est suffisant. Pas combien on roule, mais bon. On voit qu'on arrive sur un panneau 90 ici. D'accord ? Donc à cette vitesse, est-ce que l'intervalle de sécurité est suffisant ? Est-ce que vous avez compté 1 seconde, 2 secondes ? Donc là, en 2 secondes, je pense que je suis déjà dans la camionnette de l'autre côté. D'accord ? Donc évidemment, mon intervalle de sécurité est-il suffisant ? Non. Donc est-ce que je ralentis ? Même si j'ai une voiture derrière moi, je lève un peu mon pied, je ralentis pour garder mes distances de sécurité. Je vous demande pas de piler, attention, on n'appuie pas sur le frein pour faire peur au mec derrière. Et vous lâchez un peu votre accélérateur pour prendre un petit peu d'espace avec le véhicule devant. Et comme ça, on a nos distances de sécurité. Et lui, il devrait faire la même chose derrière, d'accord ? Et je dois toujours laisser un intervalle minimum de 2 secondes avec le véhicule qui me précède. D'accord ? C'est pas simplement une recommandation, c'est une obligation. D'accord ? Ça me permet de réagir en cas d'accident, comme j'ai dit. Si j'ai 2 secondes d'écart et que je mets 1 seconde à réagir, ben du coup, pendant la seconde qui reste, c'est le temps que je freine et j'ai le temps de m'arrêter. Suivant. Question 30. Alors, les feux et la sonnerie viennent de se déclencher, j'ai le temps de passer. Comme dans Fast and Furious. On a le temps de passer là, non ? Oui, réponse A, non, réponse B. La réponse c'est non, hein. J'ai pas le temps de passer, j'ai pas le temps et j'ai surtout pas le droit. À partir du moment où ça commence à clignoter et que les barrières commencent à descendre, je m'arrête, d'accord ? Ça se passe, je prends aucun risque, je vais pas me faire rentrer dedans par le train, d'accord ? Je baisse quelques secondes plus tard. Ok ? On continue. Alors, question 31. Sur une voiture automatique, pour passer de la position P à la position D, je dois appuyer sur la pédale de frein. Oui, réponse A, non, réponse B. Appuyer sur le bouton de sécurité du sélecteur.
Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, du coup, pour pouvoir bouger cette voiture automatique, sur une voiture automatique, on doit en effet appuyer sur le frein, d'accord? Quand on appuie sur le frein, le bouton du sélecteur, qui est ici, là, sur ce modèle, moi sur mon modèle, il est devant, parce que j'ai aussi des voitures automatiques à l'auto-école, donc là, il est devant. Donc là, quand on appuie sur le frein, le bouton, on peut appuyer dessus. Si on appuie dessus sans, ici, là, il est bloqué. Si on appuie sur le frein, ça se débloque. On appuie sur le bouton du sélecteur, et ensuite, on se met sur D, ou sur R pour reculer, ou sur, si on a un autre mode, là, le mode B, on peut le mettre également, d'accord? Du coup, sur le automatique, pour passer à positionner, je dois donc appuyer sur la pédale de frein, appuyer sur le bouton de sécurité. Oui, et oui. Je suis en train de relire 3 fois la question, parce que même moi, je suis en train de m'embrouiller. Mais oui, on appuie dessus, d'accord? Alors. Tac, alors. Ah, les voyants. Les voyants qui concernent les feux avant sont A, le voyant numéro 1, B, le voyant numéro 2, C, le voyant numéro 3, et le voyant numéro 4. Savoir qu'il y a plusieurs réponses possibles. Alors, les voyants qui concernent les feux avant sont A. Donc la réponse 1, le voyant 1, celui-là, c'est le voyant qui indique les feux de croisement. D'accord? Vous voyez sur le tableau de bord, vous le voyez, ils éclairent vers le bas. D'accord? Ils éclairent vers le bas. C'est fait pour croiser les gens. Donc, c'est-à-dire, ça éclaire vers le bas pour ne pas les éblouir. Ensuite, feu avant, il y a également le 2, le voyant bleu sur votre tableau de bord. Celui-là, c'est ce qu'on appelle les feux de route, ce que tout le monde appelle les pleins phares. D'accord? C'est les feux de route. C'est fait du coup pour voir plus loin ou quand tu es dans une zone non éclairée. D'accord? On est dans une zone non éclairée. On a le droit de mettre ces feux de route. Mais on doit absolument les éteindre dès qu'un véhicule arrive en face pour ne pas les éblouir. Donc repasser en croisement pour croiser les gens, c'est le but. Hein. Et ensuite, on peut remettre ces feux de route. Le voyant C ici, c'est le voyant qui indique les feux de brouillard arrière. Vous voyez, ça éclaire vers l'arrière, vers la droite. Donc c'est feux de brouillard arrière. Donc c'est pas un feu avant. Et le 4, donc du coup celui-là avec le petit zigzag et comme ça, c'est le feu de brouillard avant, tout simplement. Donc il y en a 3 feux qui concernent l'avant. Ok. Alors, je loue une camionnette qui a un PTAC de 2500 kg et un poids à vide de 1000 kg. Cela signifie que je peux charger 1500 kg de matériaux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Et la bonne réponse, c'est la réponse B. Non, je ne peux pas mettre 1500 kg. Même si ça fait, on dirait, ça fait 1000 kg à vide et 2500. Donc je peux mettre 1500. Non, parce qu'en fait, un poids à vide est considéré, entre guillemets, avec un humain qui fait environ 80 kg et le plein de l'essence. Alors à savoir que si vous êtes 2 dans la camionnette et 2 personnes qui font 100 kg et qu'en plus vous avez le plein de la bagnole, vous êtes au-dessus. Donc vous avez forcément moins de poids, d'accord? Faut calculer, savoir à peu près combien on fait et savoir combien on a de charge. Là, on va dire qu'il peut charger peut-être, je sais pas, je dirais, s'il y a 2 personnes dedans plus le plein, on enlève environ, je sais pas, on enlève 150-200 kg. Voilà. On va dire qu'il peut charger 1 tonne 3. D'accord? Voilà, il ne faut pas oublier le poids du conducteur et éventuellement des passagers. Et également le plein d'essence, si on a le plein de l'essence. Alors, si je prends un virage à 70 km/h, la question 34, au lieu de 50, les effets de la vitesse sur la tenue de route seront multipliés par 1,5, réponse A, multiplié par 2, réponse B, multiplié par 3, réponse 3, réponse C, multiplié par 4, réponse D. Je vous laisse quelques secondes. Je roule à 70 au lieu de 50. Tenue de route et les effets de la vitesse sur ma tenue de route seront multipliés par 2. D'accord? Alors que ma vitesse, elle n'est pas multipliée par 2. Hein, mais elle est quoi? Même pas 50% plus, mais ça multiplie par 2. D'accord? Et les effets de la vitesse, en fait, sur la tenue de route, elles sont beaucoup plus fortes. D'accord? Si on double sa vitesse,
on multiplie par 4 les effets. On va voir, on va lire ce qu'il raconte ici. Donc on pourrait penser que la différence entre 50 et 70 n'engendre pas d'effet. La loi de la physique montre que la différence n'est pas négligeable. Par exemple, lorsqu'on double sa vitesse, d'accord, ses conséquences sont multipliées par 4. Voilà. La distance de freinage sont multipliées par 4 en multipliant la vitesse. Les forces qui agissent sur le virage sont également multipliées par 4. Et coucou KTH, j'espère que tu vas bien. En cas de choc, la violence de celle-ci est aussi multipliée par 4. D'accord? Donc dans cette question, la vitesse ne double pas, mais elle est multipliée par 1,5 à peine. Et pourtant, tous les effets sont multipliés par 2. KTH qui arrive pour les 6 dernières questions. Incroyable. Alors... ça va très bien, merci. Alors du coup, question 35. Je tourne à droite à la prochaine intersection. Donc, je m'arrête immédiatement ou je m'arrête derrière la camionnette. On a une réponse A dans le chat. Oui, je m'arrête immédiatement. Pourquoi? Parce que là, je vais tourner à droite à la prochaine intersection. Donc on voit le feu ici, on sait que c'est à droite. Et là, on voit bien que la camionnette, elle a ses feux stop allumés, ça, son clignotant à droite, et en plus, il y a les feux de recul allumés. Tu vois, là, il y a la totale. Donc là, on le voit bien qu'il va se garer, le mec. Donc si je vais me coller derrière lui, il ne pourra pas se garer, comme les gens, ils me font des fois avec mes élèves, hein. Ils viennent se coller, et après, ils ne comprennent pas la vie. Un écart à gauche pour doubler la camionnette et tourner directement. Ouais, c'est ça, ouais. Et comme ça, du coup, quand il braque à droite, l'avant, il va faire quoi, là? Très bonne idée, chef Maxime, tiens, voilà. Donc il va braquer pour se garer. Sa voiture, elle va faire comment? Ah, elle va faire comme ça. Pour se garer, d'accord? Parce que l'avant, quand tu braques à droite, l'avant, il part à gauche. Et chef Maxime, il va avoir son accident. Ici, il sera content, il va pouvoir faire son constat. Il est content, hein? Du coup, si tu fais un constat après, chef Maxime, tu as combien de jours pour l'envoyer à ton assurance? Que tu connais cette réponse. Tu as combien de temps pour envoyer un constat d'assurance? Il a un accrochage. Il est en marche arrière, il est en tort. Ah bah j'ai pas dit le contraire. Hein. Non, tu as 5 jours. En cas d'accident, tu as 5 jours. C'est pas 48 heures. Il sera en tort, évidemment. Quand tu fais une manœuvre, tu n'es jamais prioritaire. Quand tu fais une manœuvre, t'es pas prioritaire. Ça, c'est sûr qu'il sera en tort. Si c'est lui qui te rentre dedans. Mais, pour montrer que c'est pas une bonne idée, les enfants. D'accord? Là, t'attends 10 secondes, le mec il se gare, et après tu y vas. Donc, je m'arrête immédiatement. Touc. Voilà. La camionnette devant moi recule, ses feux stop, son clignotant sont allumés. Je dois donc m'arrêter avant de risquer de le gêner. On va pas gêner les gens quand même. Alors du coup, si je heurte un piéton à 70 km/h, les chances de survie sont d'environ 0%, 20%, 40% ou 60%. « 70 km/h. Tu veux essayer de percuter. Donc les... Je dirais A, et c'est probablement pas ça. Tu dirais A, et c'est totalement ça. 0% de chance environ. Prends une personne à 70 km/h dans la tronche. D'accord? D'accord? À 30 km/h, le choc est rarement mortel. C'est pour ça que dans les villes maintenant, on voit partout quasiment, il y a des zones 30 partout. D'accord? Parce qu'à 30 km/h, c'est rarement mortel. D'accord? Ça paraissait violent. Ouais, mais bon, mais il faut comprendre que faut pas rouler comme un taré. D'accord? Quand tu vois les gens qui roulent à 70... Ah la vache, t'avais mis le terme violent, dis donc, et ils t'ont bloqué. Ok. Donc du coup, quand tu vois qu'à 30 km/h, tu as 90% de chances de t'en sortir, à 50 km/h, souvent, on meurt pas, mais c'est grave, donc on va dire, à 50 km/h,
même plutôt aussi, t'es même plutôt à 50% de chance d'y passer quand même. Hein. Ça dépend de la personne. Si c'est une personne bien constituée, mais c'est souvent très grave. Et à 70 km/h, normalement, aucun piéton n'a de chance de survivre. Il faut vraiment avoir un coup de peau, mais bon. Ah, ça y est, j'ai fait. Je t'ai accepté. Juste parce que t'as écrit, ça me paraissait violent. Ils t'ont bloqué le mot violent. Non, mais normalement, c'est bon. N'importe quoi. Enfin voilà, et c'est pour ça que du coup, quand on dit à 50 en ville ou à 60, rouler à 50 ou à 60, du coup, il y a un bel accident qui peut se produire à 60 km/h. Tiens d'ailleurs, quand j'aurai fini, là, la question 36, quand j'aurai fini à 40, je vous montrerai une petite vidéo justement sur le 50. Et le 60. Pourquoi est-ce que Fred répond à une question que je ne vois pas? Je vois pas écrit violent. Il a écrit là. Bon ça, t'inquiète. Ah, il a vu après quand tu l'as modéré. D'accord, ah oui, ok, oui, il l'a vu après. Ah, tu te disais pourquoi, j'avais pas lu le début de la question également. Ok, donc c'est bon. Alors, du coup, le petit voyant là, l'avertisseur de changement de fil, est-ce qu'il t'allume tes clignotants automatiquement? T'es en mode réseau Galio. Ah oui, c'est vrai que t'as des problèmes d'internet. Ah là là. Est-ce que ça prévient d'une sortie de voie involontaire? Est-ce que ça signale un véhicule dans l'angle mort? Ou est-ce que ça émet généralement un signal sonore dans l'habitacle? Plusieurs réponses sont possibles. Alors, du coup, un avertisseur de changement de fil. Donc, ça te permet donc de prévenir d'une sortie de voie involontaire. Et ça émet généralement un petit signal sonore. D'accord? J'ai jamais vu ça, mais si, ça existe, c'est ça. Et ça peut même faire des petits tremblements ou quoi. Mais oui, c'est ça. En fait, ça ne signale pas un véhicule dans l'angle mort. Il existe des trucs pour ça. Hein. Mais c'est pas ça. Et ça allume pas les clignotants automatiquement non plus. D'accord? Et c'est s'il voit que vous déportez tout seul, en fait, sans avoir mis de clignotant. Donc des fois, soit ça prévient avec une sortie, donc ça te ramène. Nous, je peux les régler ça dans la Clio, par exemple. Je peux les régler que, en fait, ça ramène tout seul la voiture droite. Ou alors, du coup, que ça t'émette, ça fait des bip 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 bip, ou alors ça vibre. D'accord? Ça détecte les écarts et ça voit du coup si tu roules bien dans ta voie. Alors. Question 38. Et nouveau, il te redresse ta voiture si tu mets pas de clignotant. Ouais, c'est ça. Moi, nous, on l'a ça sur la voiture. Moi, je les désactive tout. Je désactive tout parce qu'il faut que les élèves, ils apprennent à conduire tout seuls parce qu'ils les auront pas dans leur voiture. Moi, je désactive tout et puis je leur apprends à rouler correctement. Alors, je n'ai pas encore installé de chaîne sur ma voiture. Je m'arrête immédiatement pour les mettre. Oui, réponse A. Non, réponse B. B, sinon meilleure idée de les changer en pleine route. Et en effet, non, je les change pas maintenant, d'accord? J'ai pas mis mes chaînes. C'est pas bien, j'aurais dû les mettre, évidemment. Mais là, je vais pas m'arrêter. Alors, je sais pas si on est en descente ou en montée, mais dans un virage dangereux, au moment, je vais pas m'arrêter là, c'est une très mauvaise idée. Hein. Déjà, je risque de me faire rentrer dedans, je risque de me faire emporter, donc je ne m'arrête pas maintenant. Je m'arrêterai quand je serai en sécurité, qu'il y en aura un endroit pour s'arrêter, et je les mettrai en place. Donc, je ne m'arrête pas maintenant. Voilà, tout à fait. Alors, en effet, il devient urgent de mettre les chaînes, pas besoin de rencontrer ce panneau pour en prendre conscience, donc on aurait dû le savoir avant, pas pour une raison, n'importe où, je vais pas m'arrêter à proximité d'un virage. Il n'existe aucun dégagement pour me déplacer en leur route, s'arrêter ici, prendre le risque de se faire percuter. Meilleure idée. Je devrais piler en face d'un ravin pour mettre mes chaînes. C'est une très bonne idée. Question 39. Alors, pour éteindre un feu sur les vêtements d'une personne, je peux utiliser A. Un extincteur à poudre, oui, non, B, réponse B. Un extincteur à CO2, oui, réponse C, non, réponse D. Ça marche mieux quand le site il fonctionne, hein. Je vais pouvoir faire ma VOD de celle-là. Alors du coup, la réponse est non et non.
autant que possible, on n'utilise pas d'extincteur sur les gens. D'accord? Si vraiment on n'a pas le choix, on fait, mais il faut surtout pas viser les yeux ou la bouche. D'accord? Autant que possible, s'il y a une personne qui est en feu, on la couche pas. Elle essaye de se coucher par terre et il faut mettre un drap ou quelque chose dessus pour la protéger. D'accord? Alors, je dis pas que dans la panique on va pas le faire, mais on peut risquer d'intoxiquer la personne, d'abîmer ses poumons ou simplement de lui, en fait, comment que ça s'appelle, le drap ou l'autre, je savais, c'est ça. Ou simplement, bah, du coup, d'abîmer ses plaies en fait. Ah, on s'en fout de ce que tu dis, je continue ma série. Donc non et non, en effet. Donc, ne jamais utiliser un extincteur sur une personne, sauf si bien sûr il n'y a pas d'autre solution. On est d'accord, comme elle l'a dit. Il y a un risque donc voilà d'infecter les plaies, c'est ça que je voulais dire. Tu peux risquer d'infecter les plaies ou de pénétrer dans les poumons, risquant d'asphyxier la victime. Ne pas utiliser non plus de l'eau qui peut dans certains cas propager l'incendie, notamment en présence d'hydrocarbures, fréquemment sur un accident de la route. La meilleure solution pour éteindre les vêtements sur le feu sur les vêtements est d'utiliser une couverture ou encore un vêtement assez grand pour étouffer les flammes. Question 40, la dernière. Ah. Bon. Alors, après avoir vu cette petite vidéo, donc réponse A, je klaxonne, oui. Réponse B, non. Est-ce que je freine? Oui, réponse C, non, réponse 2. Donc, ça peut provoquer également des brûlures, c'est ça. Alors, je klaxonne, oui. Je freine, oui. Et pourquoi pas sûr? Bah si, en fait. Dans quel cas est-ce qu'on a le droit d'utiliser le klaxon? Donc du coup, ça c'est une question qui peut être posée d'ailleurs le jour du permis. Il y a des questions, ils posent des questions au permis, et on a 3 questions. Donc, on a le droit d'utiliser son klaxon uniquement en cas de danger immédiat. Donc là, c'est le cas. On arrive. C'est ça. Donc là, on arrive sur un endroit. On voit bien que, je sais pas si c'est un garçon ou une fille, enfin sur le scooter, la personne, elle a démarré et elle regarde pas du tout vers nous. Donc on ne sait pas en plus si elle va tourner à gauche, si elle va tourner à droite ou si elle va tourner la tête vers nous. Donc dans le cas là, je peux mettre un petit coup de klaxon pour lui dire je suis là, pour la forcer à tourner la tête. Et dans tous les cas, de toute façon, je ralentis. Donc oui, réponse A et réponse C. Là, c'est un cas entre guillemets dangereux. Et sinon, oui, je mets un petit coup de klaxon pour dire coucou à Didier au Balto. C'est ça, parce qu'on passe à côté du café. Donc c'est bien ça. Donc, va-t-il regarder dans ma direction, attendre, me voir s'arrêter? On n'en est pas sûr du tout, donc du coup, tenter de réduire les collisions, tout du moins de ses conséquences. Je klaxonne pour faire réagir la personne et signaler ma présence. Voilà, tout simplement. Et continuez. Et bravo, félicitations. Vous avez réussi à faire 40 sur 40. Incroyable. Donc voilà pour cette série numéro 3 que j'ai refait. Parce que la dernière fois ça déconnait. Et comme ça, je vais pouvoir créer la VOD. Et les gens pourront la regarder. J'ai fait que 5 points sur 5. T'es nul, c'est ça. T'avais que 5 sur 5. Mince alors. Donc voilà, j'espère que c'était cool. J'espère que ça vous a plu. Donc je couperai la VOD ici pour la série. Très bien, très bonne soirée à tous.